Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents ce soir pour une nouvelle rencontre de quartier, ce soir à la médiathèque Diderot au Verbeau. J'en profite tout de suite pour remercier les équipes qui nous ont aidés à mettre en place cette rencontre de quartier. Bien évidemment, nous saluons toutes les personnes qui nous regardent également depuis notre Facebook ou notre site internet. N'hésitez pas tout au long du rendez-vous sur internet ou dans la salle à poser vos questions. Nous y répondrons au cours de ce direct. N'oubliez pas que tout au long de l'année, en dehors de nos rencontres de quartier, vous pouvez poser vos questions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur l'espace citoyen, donc sur internet. Et pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec internet, vous pouvez téléphoner au 03 26 69 38 38 de 9h à 17h du lundi au vendredi. Pour celles et ceux qui souhaitent poser des questions qui ne traiteront pas qui ne seront pas en lien avec l'ordre du jour ce soir ou qui souhaitent une question plus personnelle, vous avez Geoffrey qui est dans la salle, qui est notre super patrouilleur et qui vous accueillera avec plaisir. Pour en terminer avec les quelques précisions d'usage, je vous remercie s'il vous plaît d'activer le mode silencieux de vos téléphones portables. Dans la salle, quand vous aurez une question, n'oubliez pas d'attendre le micro pour qu'on s'entende bien toutes et tous. Je vous propose d'évoquer l'ordre du jour de ce soir, c'est-à-dire la poursuite du renouvellement urbain du Verbeau, la création de l'espace citoyen de l'hôtel de ville, la présentation du nouveau VTT Parc, et puis quelques questions diverses si nous avons le temps. On accueille tout de suite Monsieur Marjolais, qui est dans la salle pour nous présenter le renouvellement urbain du Verbeau. Merci, merci Clémence. Bonsoir également à toutes et à tous, à ceux qui sont évidemment avec nous à Diderot en présentiel, et puis ceux qui nous suivent évidemment en distanciel. Alors, Alain Marjolais va vous présenter dans quelques instants la suite du renouvellement urbain du Verbeau, et notamment la partie habitat, puisque globalement la partie espace public, elle est terminée. L'ensemble des équipements publics sont livrés, le parc est livré, et donc sur la partie aménagement urbain, tout est derrière nous. Reste évidemment encore une partie habitat que Alain va nous présenter dans quelques instants. Avant de lui céder la parole, peut-être un bref rappel historique de ce que nous avons fait, pourquoi nous l'avons fait. Le quartier du Verbeau était un quartier clairement vieillissant dans l'ensemble de ses espaces publics et de ses équipements. Chacun se souvient peut-être de l'ancien centre commercial, de l'ancien équipement du centre social. Chacun se souvient de la PMI qui était présente sur place, avec cette espèce d'immense bar au milieu du quartier, qui était évidemment totalement obsolète. Donc il fallait tout reprendre à zéro en termes d'équipement public. Et il a fallu le faire assez vite d'ailleurs, parce que on a eu la fermeture de la galerie commerciale, enfin plutôt du supermarché qui était dans la galerie commerciale, qui fait que nous n'avions plus d'équipement commercial que le quartier. Et donc on a dans un premier temps travaillé sur l'équipement commercial, puis travaillé sur le renouvellement urbain en tant que tel, et pensé ce nouveau quartier. On a plutôt le sentiment, en tout cas c'est les retours aussi que nous avons dans le quartier, que ce qui a été fait a été plutôt très bien fait, bien pensé, qu'on a aujourd'hui un équipement commercial, que ce soit la supérette ou les différents commerces, qui marchent plutôt bien, qu'on a un parc central qui vit bien, et qu'on a un nouveau centre social qui est très beau, le pôle 0-6 ans également, le nouveau gymnase, bref, que l'ensemble fonctionne pour l'instant plutôt très bien, et on est vraiment très fiers de cette réussite-là. Je le dis d'autant plus que c'est pas la première opération en rue que nous avons faite. On en a fait une également sur la rive gauche, qui est à mon avis sur le plan urbain moins réussie que celle du Verbeau. Elle a moins de réussite que celle du Verbeau, et j'espère que la deuxième phase qu'on est en train d'engager sur la rive gauche permettra d'avoir quelque chose d'aussi qualitatif que ce que nous avons réussi à faire sur le Verbeau. Voilà, peut-être ce que je voulais dire en intro. Maintenant, Alain. Bonsoir à tous, merci monsieur le maire. Oui, donc un gros programme de renouvellement urbain sur le quartier du Verbeau qui porte sur des équipements publics, sur les équipements d'animation, etc. et bien évidemment sur l'habitat, et c'est pour ça que je suis là pour vous en parler. Donc je suis le directeur général de Nova Habitat, et pour tout le monde, je rappelle que Nova Habitat c'est 12 000 logements sur Châlons-en-Champagne essentiellement,
Et le Verbeau représente à lui seul 1765 logements. Donc c'est une grosse partie du patrimoine de Novabitat. Et 1239 sont concernés par cette opération de renouvellement urbain. Alors pour nous, du renouvellement urbain sur l'habitat, ça concerne 3 axes. Des axes de requalification, de réhabilitation, de restauration du patrimoine. Un axe de résidentialisation des espaces immédiats des immeubles. Et puis un axe de démolition sur quelques immeubles ciblés. Au total, pour Novabitat, sur la totalité de l'opération et sur une dizaine d'années, c'est plus de 50 millions d'euros qui vont être engagés sur le quartier. Alors, on va revenir, si on veut bien avancer la diapo qui suit. Petite précision pour ceux qui sont dans la salle, vous avez des écrans qui diffusent en même temps des explications de ce qu'évoque Monsieur Marjollet, le tout en images. Donc, on va zoomer sur quelques opérations qui sont bien évidemment terminées et livrées. Une qui se voit, puisqu'il s'agit de la tour du 15 avenue du 29 août, qui a été totalement réhabilitée pour un coût total de 4 400 000 euros. 91 logements, ça a été livré courant 2020. C'est une opération qui intervient sur les grands champs importants, c'est-à-dire de la rénovation thermique. On améliore la performance thermique pour baisser la facture énergétique. On améliore la sécurité, on améliore le confort et autant que faire se peut, on améliore l'accessibilité pour les personnes en perte de mobilité. Et puis des travaux sur l'intérieur des logements pour la partie qualité de vie. Donc ça, c'est la première opération très symbolique et à laquelle on a ajouté d'ailleurs un point de contact de Novabitat. Deuxième opération, c'est la diapo qui suit, je me permets d'être un peu directif. Alors là, c'est une opération un peu différente, 27 à 31 rue d'Alsace, un petit immeuble, enfin 2 petits immeubles avec 4 entrées des années 60, que nous avons complètement restructurés. Les restructurer, ça veut dire qu'on les a vidés de leurs occupants, on y a installé des ascenseurs, on a complètement réhabilité et amélioré la performance thermique. C'est quand même un immeuble qui est passé de la catégorie E à la catégorie B. Hein. Donc c'est quand même aujourd'hui un immeuble qui est quasiment aussi performant qu'un immeuble neuf. Et on y a installé des ascenseurs pour permettre l'accessibilité pour les personnes en perte de mobilité. On est à plus de 50 000 euros là par logement, ce qui est quand même un coût de réhabilitation assez exceptionnel. Et avec un traitement architectural qui a redonné une seconde jeunesse à ces immeubles-là. Alors, autre axe, c'est bien évidemment la diapo qui suit, un axe de démolition. Donc là, il y a essentiellement 2 sites qui sont concernés par la démolition sur le quartier. Ce sont les sites de l'avenue du boulevard Kennedy. Une première barre est tombée courant 2023. Une deuxième est en cours de démolition. Vous avez vu, elle est aujourd'hui en cours de désamiantage, etc. Et donc, elle sera démolie dans les prochains jours, enfin dans les prochains mois. Donc là, c'est quand même un coût de 3 200 000 euros. C'est le domaine sur lequel nous sommes le plus aidés par la rue, puisque là, on peut avoir des financements qui vont jusqu'à 80%. Et puis le deuxième, c'est la diapo d'après. On m'a dit d'aller vite, hein, donc je vais vite. J'avais des consignes très précises. Le deuxième axe de démolition, ça concerne ce qu'on appelle dans le quartier la barre La Forêt. Hein, cette grande barre rue Louis La Forêt, 180 logements, qui, elle, sera démolie en seconde partie de l'année 2025. L'ensemble de ces immeubles, bien évidemment, a dû, c'est une évidence, être vidé de ses occupants, mais ça, c'est un travail important, puisque nous, on gère du patrimoine, mais on gère avant tout des habitants. Et donc ça, c'est un axe important que je voulais évoquer également, c'est toute la partie relogement, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Résidentialisation, c'est la diapo qui suit. Là, il s'agit de traiter l'environnement immédiat des immeubles. Donc là, on a eu 2 grands projets, un au pied des immeubles de l'avenue du 29 août, un investissement d'un peu moins de 500 000 euros, et puis une opération un peu plus aboutie, c'est la diapo d'après. On est au pied de 19 à 31 Alsace et 22-24 avenue 29 août, 1 670 000 euros d'investissement pour désimperméabiliser, végétaliser, créer des cheminements piétonniers, faire de la plantation. Je crois que vous pouvez là aussi apprécier la qualité de ce qu'on a pu produire avec une aide là cette fois-ci de l'agence de l'eau. Diapo suivante, le relogement.
Le relogement, c'est important parce qu'une opération de démolition, c'est traumatisant. Même si les immeubles sont vieillissants, il y a un vrai attachement. Il y a des gens qui ont fait leur vie dans ces immeubles. Et donc, c'est une opération longue qui nécessite d'accompagner au plus près les familles qui sont concernées. On avait 320 familles à reloger, des bars Kennedy, de la barre La Forêt, et puis du 25 à 31 Alsace, puisqu'on avait vidé les immeubles avant de les restructurer. On a proposé 1200 logements pour les 320 relogements. Ça veut dire que, grosso modo, les gens ont eu quasiment 4 propositions pour pouvoir trouver un logement qui correspondait à leurs attentes. Il y a quand même un fait assez exceptionnel dans un programme de renouvellement urbain, c'est qu'on a relogé une personne sur 2 sur le quartier. Alors, c'est peut-être pas très bien vu par l'ANRU, qui veut qu'on facilite les parcours en dehors du quartier, mais ça montre quand même que les habitants du Verbeau se projetaient à rester sur le quartier. Ça veut dire que le projet qu'on leur a présenté et le projet que chacun a pu voir se déployer au quotidien depuis plusieurs années sur le quartier a donné envie à un locataire sur 2 du Verbeau qui subissait une démolition de vouloir y rester. Et donc, bien évidemment, on a accompagné ce mouvement-là. Pour les autres qui nous ont quittés, enfin qui ont quitté le Verbeau, il y en a seulement 4% qui sont sortis de l'agglomération. La plupart ont été relogés sur Croix-Dampierre, Saint-Mémy, Saint-Riche, Chalon-Nord, Rive-Gauche. Donc voilà pour ce qui s'est passé. 2 diapos sur ce qu'on va faire. Donc, diapo suivante s'il vous plaît. Donc, ce qu'on va engager là dans les prochains mois, c'est tout d'abord la reconquête des terrains qu'on a libérés et qu'on va libérer avec la démolition des bars Kennedy. Et là, c'est un programme que vous avez en plan masse. Vous aurez quelques images après. 52 logements neufs qui vont être construits sur cette emprise, avec 3 immeubles collectifs et 8 logements individuels. 8 logements individuels proposés en accession à la propriété dans le cadre d'un dispositif de location-accession, c'est-à-dire qu'il y a une première phase locative et ensuite le locataire peut devenir propriétaire de son pavillon. Et puis, reconquête aussi des parkings qu'on voit en face des bars en cours de démolition. Alors, monsieur le maire le disait, c'est nous qui terminons l'opération parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, au-delà de cette construction, on a encore beaucoup d'opérations de réhabilitation et de rénovation du patrimoine. 3 à 13 avenues, on a 60 logements à réhabiliter. Ça va s'organiser, c'est en cours de préparation, ça va s'organiser sur 2025. 22 à 24 rue La Forêt, c'est le prolongement de la barre qui va être démoli. Il reste un autre immeuble qui, lui, est conservé et qui va être modernisé. Donc tout ça, ça doit être engagé sur 2025. On est sur 4,6 millions de travaux sur ces 2 immeubles. Sur le groupe Alsace-Giraud, La Forêt, on va réhabiliter 346 logements. Donc on continue à améliorer la performance de ce patrimoine pour 7,5 millions. Tout le groupe Melpomène va être concerné. Là, on est aussi sur 2026, début 2027, pour 3,2 millions, 120 logements. Et on continue, avenue du 29 août et boulevard Kennedy, 360 logements à améliorer. C'est les immeubles qui ont tous déjà bénéficié d'une première réhabilitation dans les années 90-2000. Donc là, on est sur un 2e passage. Et enfin, on terminera par Birakem, 96 logements, les 2 immeubles dont 9 habitats est propriétaire. Je signalerai pour terminer qu'on a profité aussi de cette opération de renouvellement urbain pour raccorder au réseau de chaleur tous les immeubles qui étaient en chauffage collectif. Donc là aussi, c'est pour réduire notre impact carbone et puis, autant que faire se peut, maîtriser la charge de chauffage. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire. Il y a encore du travail et ce qui constitue l'un des enjeux majeurs pour Novabitat, notamment en termes d'investissement financier. Voilà. Merci beaucoup. Avant de repasser la parole à Clémence, peut-être un petit décryptage. On a dans ce qu'on vient d'évoquer les uns et les autres beaucoup de termes techniques, beaucoup d'acronymes, et notamment un acronyme qui est l'ANRU. Alors pour rappel, l'ANRU, c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine. C'est une agence qui dépend de l'État, qui finance notamment, comme c'était évoqué, les travaux de démolition, mais pas que. Il nous aide également sur les espaces publics. Donc en gros, on reçoit de l'argent de l'État, ou plus précisément, on reçoit de l'argent des partenaires sociaux, puisque c'est principalement
un groupe qui s'appelle Action Logement qui finance cette ANRU via les cotisations que nous versons les uns et les autres, enfin que les entreprises versent au bénéfice de cette rénovation urbaine. Et puis je profite de l'occasion d'avoir le micro plutôt pour saluer l'arrivée de la députée Lise Magnier qui nous a rejoint, qui est à côté du radiateur au fond de la salle et qui vient de nous rejoindre en cours de manifestation. Clémence. Est-ce que vous avez... On m'entend pas, je pense. Si. Est-ce que vous avez des questions dans la salle concernant le renouvellement urbain du Verbeau? Monsieur. Je vous tiens, allez-y. Ah, vous me tenez. Ah, c'est bien, c'est jamais, oui. Merci beaucoup. J'aurais 3 questions par rapport à ce que monsieur le maire vient d'indiquer. Quelle est la part donc, de subvention ou de participation hors commune ou hors comité d'agglomération sur les 51 millions d'euros? Les subventions et aides, ça représente combien à peu près? Ça, c'est la première question. Bon, la deuxième, c'est pourquoi y a-t-il une différence de coût de démolition entre la barre Kennedy, si je me souviens bien, 3,2 millions, et celle d'Alsace qui a l'air plus longue, à 1,9 million. Il y a une, je ne sais pas. Et puis la troisième, pour les immeubles collectifs qui vont remplacer les 2 immeubles, enfin en partie, les 2 immeubles Kennedy, quelle sera la hauteur de ces collectifs? Alors on le voit sur la hauteur des collectifs, il y avait une image précédente, celle-là on voit je crois, il y a une petite perspective, ah non on voit pas très bien, on est encore à R+3 je crois, R+2, R+3, ah, donc on est en R+10, hein. On remplace des immeubles R+10 en R+3. Alors sur la partie purement technique des coûts de démolition, je vais demander à Morgane Laert, le directeur technique, de vous apporter les précisions. Merci. Donc pour répondre monsieur de plusieurs sujets, donc au niveau des démolitions, en fait, le prix que vous avez vu donc reprend à la fois le 2A8 et le 10A16 Kennedy. Donc il y a déjà les 2 bâtiments dedans. Donc ça représente 176 logements. Et il faut savoir que ça, ce sont les coûts réels, puisque les 2 opérations aujourd'hui sont définis, on a une entreprise, on a un marché public, donc on a des montants bien arrêtés. On a eu d'énormes contraintes d'amiante. Vous aviez pu voir sur le premier bâtiment, on a dû mettre des bâches complètes, en fait, filmer complètement le bâtiment pour le rendre complètement hermétique pour désamianter les façades. Donc ça a été des coûts très très élevés, hein. Ça représente plus des 3/4 en fait du coût de la démolition. Et donc sur le 2e bâtiment, vraisemblablement, on n'a pas d'amiante en façade. Donc ça va réduire énormément les coûts. On a de l'amiante en intérieur comme souvent. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas cette contrainte de la façade qui va peut-être permettre de réduire un peu les coûts, qui encore une fois, là pour l'instant, ceux-là sont prévisionnels puisqu'on n'a pas lancé l'appel d'offres. Il devrait être lancé incessamment sous peu, sous 2 mois. Et alors, pour répondre à votre autre question, la première, sur l'ensemble des financements de tout ça, c'est toujours très très compliqué d'y retrouver ces petits, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Les 51 millions d'euros qu'on vient d'évoquer, ça, c'est la dépense pour Nov Habitat. Et exclusivement pour eux, sur les immeubles dont ils sont propriétaires, c'est eux qui ont la charge de les démolir, de les réhabiliter, etc., etc. C'est Nov Habitat qui paye tout ça. Sur ces fonds, alors évidemment derrière Nov Habitat peut recevoir des subventions, notamment de l'ANRU, c'est ce qu'on a évoqué sur la démolition. Bon. Et puis, bien évidemment, Nov Habitat va emprunter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, une autre institution nationale qui dépend de l'État, pour financer les emprunts en question nécessaires à l'ensemble de ces opérations. Mais ça, ce sont les coûts pour Nov Habitat. La ville, l'agglomération, nous ne mettons pas un seul euro là-dedans. Rien là-dedans. Ouais. Personne n'a entendu ce que vient d'évoquer M. Marjollet, qui heureusement n'a pas pris son micro pour le dire trop fort. Mais voilà, on ne met pas un euro là-dedans. 0. On ne met pas un euro là-dedans. Et la précision de vocabulaire est importante là-dedans. C'est-à-dire que nous ne touchons pas aux immeubles dont Nov Habitat est propriétaire. Par contre, tout le reste, les rues, les voiries, le parc, le centre social, donc la construction du centre social, la rénovation complète du pôle 0-6 ans, le gymnase, ça c'est pour notre pomme. Et ça, c'est principalement un financement agglomération ville. On a également des subventions pour faire ces opérations-là. Et notamment, nous avons
nous avons là aussi un peu d'accès à l'ANRU. Et pour ce qui concerne la ville, c'est grosso modo, enfin pour la ville, pour l'ensemble de ces dépenses-là, une quinzaine de millions d'euros pour l'ensemble des autres dépenses que j'ai évoquées. Et on a eu là-dessus, grosso modo, 9 millions de subventions. Donc je répète, les 51, c'est lui. Et lui, il le finance par quelques subventions et de la dette, c'est Nov Habitat qui le fait. Alors Nov Habitat, c'est un peu nous. Parce que Nov Habitat, pour rappel, est une filiale à 70% de la ville et de l'agglomération. Mais c'est vraiment ces financements qui lui sont propres et c'est ces loyers, ce que vous versez les uns et les autres en loyer, plus les emprunts, qui permettent de financer tout ça. Il n'y a pas d'impôt qui va là-dedans. Par contre, les 15 autres millions d'euros qui permettent de traiter ce qu'on appelle les espaces publics ou les équipements publics, gymnase, école, centre social, ça c'est l'agglomération et la ville qui payent 15 millions d'euros. Et là-dessus, on a reçu, nous, 9 millions d'euros de subventions. Et donc on a décaissé, si vous voulez, du budget de la ville et de l'agglo, 6 millions d'euros. Voilà le schéma le plus simple possible, le plus simplifié possible de cette opération. Et ordre de grandeur, pour vous montrer ce que ça représente pour Nov Habitat, Nov Habitat, c'est 55 millions, grosso modo, de loyers par an. Et là, on est sur un investissement à 51 millions d'euros. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Monsieur. Le micro arrive. Je vous le tiens. Allez-y, monsieur. Oui, tout simplement, vous avez évoqué dans votre dernier discours là les rues. Évidemment, le boulevard Kennedy qui a été, on va dire entre guillemets, oublié dans la rénovation du Verbeau, puisque le 29 août a été vraiment bien refait. Ok, mais le boulevard Kennedy, c'était une catastrophe. Et ce n'est pas la seule. Hein. Les rues dans Chalon, c'est une catastrophe. Rue Prieur de la Marne, j'en passe, c'est des meilleurs. Des regards qui s'affaissent de plus en plus, qui font des défoncements au niveau des rues. Il y a par exemple celui qui est en face, entre la prison, la station Esso et la maison du syndicat. Il est défoncé depuis X années. Et depuis, vous avez fait des travaux pourtant dans ce secteur-là. Eh ben, ça n'a toujours pas été relevé. Rue Prieur de la Marne, les trous qu'il y a, en face de la préfecture, jusque la porte Sainte-Croix, d'ailleurs, de pratiquement du jet d'eau, enfin, de place Messeigneurs Tissier, jusque la porte Sainte-Croix, les rues sont vraiment très très mauvais état. Et c'est pareil, il y a un endroit là, juste après le parking, en face de la préfecture, où il y a un décaissement. Tous les gros regards, même les petits, ceux qui sont des regards d'alimentation d'eau, s'affaissent de plus en plus. Alors, dans le boulevard Kennedy, ça s'aggrave de plus en plus. Alors, et quand on voit le budget, vous avez, bon, j'ai vu un petit peu dans le journal du vendredi aujourd'hui, il y a un sujet là-dessus. Ça va pas dans le bon sens pour la rénovation et il n'y a pas que ces rues-là. Malheureusement, sur Chalon, il y a un gros projet à faire. Alors, on a... je reste d'abord sur le Verbeau et puis j'étendrai sur le reste des travaux de voirie. Nous avons effectivement fait ce projet de rénovation urbaine du Verbeau. Et oui, nous n'avons pas traité 100% des rues du Verbeau. Nous ne l'avons pas fait. On a traité évidemment un certain nombre d'artères principales. On a traité quand on changeait le sens d'une rue, pas le sens, pardon, quand on déplaçait une rue ou quand on créait une rue, mais on n'a pas fait 100% des rues du Verbeau. Et quand on fait des opérations de ce type-là, nous ne traitons jamais 100% des rues d'un quartier, parce que sinon il faudrait que on mette tout l'argent qu'on met dans la voirie sur un seul quartier pour quelques années. Or, il y a d'autres quartiers, comme vous l'avez souligné, qui ont besoin également de travaux de voirie. Premier élément de réponse. Deuxième élément, globalement, la ville consacre chaque année 1,2 million d'euros au traitement de la voirie. Hors grosse opération. Hors grosse opération, ça signifie que lorsque vous faites le quartier du Verbeau, l'ensemble des rues qui ont été faites sont sur un budget différent que le budget voirie que nous avons. Notre budget voirie, le 1,2 million, c'est lorsqu'on traite une rue toute seule sans forcément refaire tout le quartier. Quand on, par exemple, on fait ce que nous avons fait le centre-ville, toutes les rues qui ont été faites dans le centre-ville,
elles ne sont pas sur ce budget-là, mais sur un budget qui est propre au centre-ville. De la même façon que quand on fait l'opération Rive Gauche, même chose. L'opération Schmitt, ce sont des opérations spéciales avec un budget spécial. C'est en dehors de cette programmation budgétaire-là de 1,2 million d'euros. Deuxième élément de réponse. Troisième élément, on fait un certain nombre de réunions comme ça très régulièrement. J'étais il y a quelques jours dans une association, Agir pour la Vallée Saint-Pierre, qui demandait la réfection complète, et ils ont raison, de l'avenue de Sainte-Menehould. Vous imaginez que quand vous partez grosso modo de la prison et que vous allez jusqu'au pour refaire cet ensemble-là qui est très large, ça va consommer des dizaines de millions d'euros. Et donc, nous avons, il y a une partie qui a été refaite, nous avons effectivement des choix à faire qui sont très compliqués. Et pour ça, on a essayé d'objectiver ces choix-là, de les rendre le plus juste possible. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, il y a quelques années, on est en train de refaire, passer un camion bardé de capteurs pour mesurer la qualité des rues. Défoncé, pas défoncé, bon état, mauvais état, etc. Et puis ensuite, on a fait des comptages. Combien de véhicules jour sur les rues en question? On a mis tout ça dans un shaker, on a mélangé, pour sortir un classement quelque part des rues. Et bien évidemment, une rue qui est en bon état, très peu fréquentée, bon, on va pas la refaire. Une rue qui est en très mauvais état et qui est très fréquentée, on va la mettre en haut de la pile du classement à refaire, parce que c'est évidemment plus important si elle est pas en bon état et qu'il y a beaucoup de rues, beaucoup de circulation dessus. C'est ça à peu près le schéma qu'on essaye de faire en respectant cette programmation de 1,2 million d'euros. Pour vous donner une échelle, si on devait refaire toutes les rues de Châlons, il nous faudrait grosso modo, au regard des sommes qu'on y consacre, une centaine d'années pour tout refaire. Voilà l'échelle. Voilà. Donc effectivement, on a fait ces choix-là. On pourrait faire un choix autre, qui est de dire on pourrait mettre 2 ou 3 millions d'euros par an dans les rues, pour en faire beaucoup plus rapidement. C'est pas le choix que nous avons fait, parce qu'on a considéré que d'autres investissements étaient tout aussi importants, ou plus importants même. Refaire toutes les cours d'école pour les déminéraliser, pour enlever le bitume et mettre des espaces verts à l'intérieur nous paraît plus pertinent. Faire des grandes opérations de rénovation urbaine à Schmitt, au Verbeau, Rive Gauche, au centre-ville, ça nous paraît également essentiel. Voilà, donc on a des choix à faire. Et ces choix-là, c'est ce que nous avons fait. On met une somme qui est conséquente chaque année sur la voirie. Évidemment, beaucoup de personnes voudraient qu'il y en ait beaucoup plus. En général, parce qu'ils ont souvent envie, ce qui n'était pas votre cas. Et donc, je le salue, qu'on traite leur rue, parce que ceux du voisin, ce n'était pas votre cas, je le salue. Très souvent, les gens demandent leur rue, la rue d'à côté ou d'un autre quartier leur paraît un peu moins importante. Et c'est tout à fait naturel et normal. Mais c'est pas ce que vous avez évoqué, parce que vous avez fait un tableau général sur Châlons. Mais effectivement, on a, comme dirait l'autre, gouverner c'est choisir. Et effectivement, ensuite, on a, en gros, pour vous faire une échelle, la capacité d'investissement de Châlons, ce qu'on peut investir chaque année, au total, c'est 18 millions d'euros, grosso modo. Il y en a la moitié, c'est ce qu'on appelle des charges conservatoires. Un peu moins que la moitié, ça doit être 7 millions si je dis pas de bêtises, de charges conservatoires. Charges conservatoires dans notre jargon, ça veut dire toutes les petites dépenses du quotidien. Changer des fenêtres, ce genre de choses-là. Entretenir les espaces verts, enfin toutes ces dépenses-là qu'il faut faire de façon récurrente tous les ans, mécaniquement. Et donc c'est le reste, en gros une dizaine de millions d'euros, qui nous permet de faire des choses nouvelles. Refaire complètement une rue, refaire un nouveau parc, refaire l'ANRU sur Schmitt, sur le Verbeau, refaire une école nouvelle, enfin, etc., etc. Voilà à peu près l'échelle. Et donc, nous consacrons 10% de notre capacité d'investissement, grosso modo, 10% de notre capacité d'investissement aux rues de Châlons. C'est à peu près ça, l'échelle qu'il faut avoir en tête. Voilà. Attendez, sans micro, ça marche pas. Il arrive tout de suite. On peut faire quelques économies parce qu'il y a des ralentisseurs qui ont été faits, par exemple, au bout des allées de forêt, qui sont plus des ralentisseurs, mais qui sont des casse-voitures. Alors là, vous savez très bien qu'il y a une jurisprudence qui est sortie au niveau des ralentisseurs, la réglementation, et bon, je pense qu'il en fait partie. Et quand même, on en a quand même 4 allées de forêt
si on ne faisait pas des angles d'attaque tels qu'ils sont, et qu'on fasse des arrondis comme dans certaines villes qui sont faits, eh ben, on aurait des ralentisseurs qui seraient au moins aussi efficaces sans casser les voitures. On va vérifier tout ça. On va vérifier tout ça, notamment les hauteurs que vous évoquez par rapport à la jurisprudence que vous évoquez, pour voir si tout ça fonctionne bien. Bon. On a toujours beaucoup de contradictions les uns et les autres. Parce que dans à peu près toutes les réunions, on nous demande de ralentir la vitesse de circulation des voitures. Et donc, on nous demande souvent des ralentisseurs, des radars, etc., etc. Et donc, c'est vrai que chacun a un regard par rapport à ça, qui est celui de ce que lui vit à titre personnel. Mais c'est vrai que on a plutôt tendance aujourd'hui à nous demander des éléments pour ralentir les circulations. Il y a différents outils qui existent, les ralentisseurs en font partie, à condition évidemment que ces ralentisseurs respectent la vitesse. Mais vous savez, en règle générale, il y a un truc qui est très simple. Très simple. Si on veut éviter de casser la voiture sur un ralentisseur, si on veut déjà s'écouter, c'est une bonne chose. Mais si on veut effectivement éviter de casser la voiture, si on veut, ce qu'on nous dit souvent aussi, éviter les PV, etc., il y a un truc qui est très simple. On respecte le code de la route et ça marche très bien. Très très bien. Et donc il suffit effectivement à l'approche du ralentisseur d'aller doucement. Puis quand il y en a une rue à 30, de respecter le 30. Quand on a une rue à 50, de respecter la rue à 50. Puis quand on est sur une route nationale ou une autoroute, on respecte la limitation de vitesse. Et en général, c'est marrant, il n'y a pas de PV qui tombe. Il n'y a pas de radar qui prend de photos, il n'y a rien du tout. Il suffit de respecter la règle et ça va tout de suite beaucoup plus. J'ai vu d'autres mains levées. Madame et puis monsieur derrière. Non, madame. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est nous qui tenons le micro. Bonjour monsieur. D'ailleurs, on s'était déjà rencontrés, si vous vous souvenez. Alors moi, la réhabilitation, ça a été fait, c'est très bien. Ça a pris du temps, mais c'était très bien. Bon, on en est content. Comme je vous avais dit, vous m'aviez dit que c'était pas la rue Libération Nord, il faut absolument la refaire. Parce que c'est pas une jalousie que je vais vous dire. Mais il y a des rues qui sont parallèles, qui ont été refaites il y a 2-3 ans, où la circulation est beaucoup moins dense. Mais vous prenez le passage Luté, là, il est complètement défoncé. Alors moi, ce que je vous demande, je reconnais que vous pouvez pas tout faire les rues de Châlons, ça j'en suis consciente. Mais faites un effort pour ça. Vous m'aviez dit à l'époque que ça roulait pas assez. Ben, venez habiter, vous allez voir. À part sûr qu'il y a les pernages qu'on respecte tout à fait, hein, pour qu'on les laisse passer. Il faudrait faire quelque chose. Alors, je vais vous faire la même réponse qu'à monsieur tout à l'heure sur les rues qu'il a citées. Et je le prends pas évidemment ce que vous venez d'évoquer pour de la jalousie. Tout petit peu quand même, mais pas trop, on va dire, pas trop de jalousie. Un mini, tout petit. On va effectivement regarder la rue de la Libération. Non, mais vraiment, on est sur c'est des enjeux très chers qui coûtent énormément d'argent. Et le problème est très simple, c'est que là encore, on essaye on veut pas augmenter les impôts. On ne veut pas augmenter la dette de la ville. On considère que voilà, il faut gérer les choses de façon sérieuse et raisonnable. Et donc effectivement, on fait des choix en fonction de ça. Et mon petit doigt, qui est très bien informé, me dit que la personne qui va intervenir maintenant va pas dire tout à fait la même chose que ce que je viens d'évoquer. Je vous passe la parole, monsieur. Merci. Oui, donc je vais commencer par un propos égoïste, puisque c'est la rue dans laquelle j'habite, qui a fait l'objet de travaux, c'était l'assainissement, je crois, qui a été refait il n'y a pas très longtemps. L'assainissement, donc le trou a été rebouché, mais la voirie n'a pas été rebouchée, retravaillée, ce qui fait qu'on est en sortie de... on peut rouler, rue Irénée de Lévesque, pour ne pas la nommer, où il ne passe pas des millions de personnes, mais quand même, il y a eu des travaux qui ne sont pas finis pour le dire, comme simplement. Voilà. Hein. Donc, pas comme elle était avant les travaux, même si les travaux étaient assez impressionnants, le remplacement de l'assainissement. Deuxième remarque, on parle de voirie pour les voitures. On a un souci quand même, me semble-t-il, à Châlons, ce sont les trottoirs. Parce que là, on a différentes personnes, catégories de personnes, ou même
ou même n'importe qui d'ailleurs, qui sur les trottoirs, il y a des endroits prennent du danger à rester sur la route. Je ne parle pas des handicapés pour qui ça doit être impossible, personnes âgées, mais même n'importe qui. On a des trottoirs qui mériteraient le même étalonnage, le même regard, même si c'est peut-être compliqué de ne faire que le trottoir et pas la voirie, c'est possible, mais quand même, c'est important parce qu'il y a du danger, il y a des chutes assez faciles. Donc le trottoir mériterait une... Bon, et puis effectivement, je vais terminer par ce que vous avez subodoré, monsieur le maire. Le niveau d'investissement, c'est effectivement un choix. Le choix que vous faites, c'est désendetter, patati patata. Enfin, on passe notre vie à ne pas être d'accord sur ce point-là. On a les capacités, me semble-t-il, à Châlons, de mettre un peu plus d'argent dans l'investissement chalonnais, puisque vous en êtes fiers, mais ça stérilise un petit peu nos propositions, nos possibilités. On emprunterait plus tous les ans, que la ville ne serait pas en difficulté, qu'on pourrait répondre à des besoins, peut-être pas que la voirie d'ailleurs, mais un peu plus de voirie pour que ça ne mette pas 100 ans, mais 50 ans, allez, pour qu'on fasse le tour des voiries. Ce sont des choix, je voulais simplement dire que ce sont des choix que vous assumez, ça, je ne peux pas dire l'inverse, mais qui ne sont pas forcément la loi de la nature. C'est tout. Merci. Alors, on va pas engager ce débat-là ce soir, c'est pas le but du jeu. Là encore, mon petit doigt me dit que dans les mois qui viennent, ce débat-là va ressurgir de façon publique. J'ai pas d'informations particulières, mais comme ça, mon petit doigt me dit que ça va arriver assez vite. Alors, c'est pas mon petit doigt qui va me permettre de vous répondre, mais c'est l'anti-sèche que j'ai au fond de la salle là-bas. La rue de la Libération Nord est prévue en 2025. Voilà. Ben voilà, comme quoi vous n'êtes pas venu pour rien. C'était prévu, donc c'est pas parce que vous nous le demandez ce soir, c'était prévu, mais j'avais pas l'information en tête, donc c'est prévu pour 2025. Ben ça va régler votre problème et donc ça va être génial. Bon, ça c'est le premier point. Par rapport au sujet qui a été évoqué à l'instant par Dominique Vattel. Oui, on a des choix différents par rapport à ça, c'est comme ça. Nous, on considère effectivement que s'endetter, c'est-à-dire faire payer dans 10 ans à ceux qui seront dans cette salle, dans 10 ans, les dépenses dont nous bénéficions, nous, aujourd'hui, bah, c'est pas ça. Voilà. Chacun son débat par rapport à ça. Moi, je considère qu'aujourd'hui, on paye ce qu'on utilise, nous, mais faire payer dans 10 ans ce qu'on utilise, nous, ça me paraît pas bien. Donc, globalement, l'endettement, c'est bien, mais dans une toute petite mesure. Et effectivement, c'est le choix que nous avons fait. Vous en préconisez un qui est assez différent, qui a sa légitimité, hein, je ne le débat pas. Et puis après, les Chalonnais tranchent entre les différents choix en question. La question sur évidemment les trottoirs ou les rues, la rue j'ai déjà évoqué donc je ne reviens pas. Les trottoirs, c'est le même débat finalement, parce qu'on essaye en règle générale de travailler évidemment la rue et les trottoirs. On fait assez rarement, peut-être pas d'ailleurs suffisamment, que la bande de roulement. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? On pourrait juste changer le bitume. Quand il y a un peu de trou, vous enlevez le bitume, vous remettez un coup de bitume, ça coûte beaucoup moins cher. Sauf que ça dure beaucoup moins longtemps. Et donc il faut le refaire beaucoup plus souvent. Nous, ce qu'on fait en général, c'est on aime bien quand on fait une rue, bon, on la refait complètement, c'est-à-dire qu'on retravaille tous les sous-sols, on refait passer tous les réseaux en dessous, on enterre ce qu'on peut enterrer, on change ce qu'on doit changer, on remet tout ça aux normes du jour et on remet la bande de roulement et on essaie évidemment de travailler les trottoirs avec des difficultés qui sont liées tout simplement à la morphologie de la rue. Quand vous prenez les rues du centre-ville, elles sont plutôt étroites et donc effectivement remettre des trottoirs larges, si en plus vous devez rajouter une bande cyclable et si en plus vous voulez laisser le parking, laisser du parking entre guillemets le long de la rue, c'est pas toujours évident d'avoir la bonne largeur entre deux immeubles pour tout caser. Voilà. Et donc vous avez un certain nombre de rues où si vous voulez faire un double sens, même un simple sens, avoir un peu de bande cyclable, un peu de parking et un peu de trottoir, vous n'avez pas la place pour tout caser. Et donc effectivement, on a souvent, c'est vrai, des trottoirs qui sont pas suffisamment larges pour les poussettes. On a évidemment des difficultés qui sont liées à ça, mais en règle générale, quand on fait une rue, on essaie de tout refaire, trottoir compris, bien évidemment.
Est-ce que vous avez d'autres questions sur le renouvellement urbain du Verbeau? Madame, devant. Pardon, je trouve qu'il manque des bancs dans le parc. J'en ai déjà réclamé, dont un qui serait possible d'avoir près de la Maison de la Culture. Ça coûte pas cher, je pense. C'est pas ça qui va nous ruiner, Oui. ça, je vous confirme. C'est pas ça qui va endetter la ville. A priori, ça, c'est jouable. Parce que j'ai déjà réclamé, on m'a dit oui, mais bon. On va Et puis, en de nouveau plus, regarder ça. Excusez-moi, en plus, comment ça se fait qu'il y a une partie du boulevard Kennedy, le début, qui n'est pas éclairée après 23 heures? C'est un autre débat, mais je vais y répondre évidemment. Sur le banc, on va regarder ça. Ce que je vous propose, c'est de retourner voir tout à l'heure Geoffrey, le patrouilleur, pour nous repréciser un peu les choses. L'éclairage, c'est autre chose. L'éclairage, vous vous rappelez peut-être qu'il y a 2-3 ans, juste après le début de la guerre en Ukraine, on avait une interrogation en France, parce qu'on avait beaucoup de centrales nucléaires qui étaient arrêtées. On avait une interrogation en France pour savoir si, oui ou non, on pourrait passer l'hiver. Et donc le gouvernement nous avait, à juste titre, demandé de faire un plan d'économie d'énergie pour limiter nos consommations énergétiques. Et le choix que nous avons fait à Châlons, c'est de fermer la lumière la nuit dans les rues à 23 heures. C'est le choix que nous avons fait. Ce choix-là, on le maintient. On aurait pu l'arrêter, on le maintient. Et on le maintient pour 2 raisons. La première raison est une raison purement financière. J'ai plus le chiffre en tête, mais je crois qu'on fait 300 000 euros d'économie par an. 300 000 euros d'économie par an en éteignant la lumière la nuit. C'est pas négligeable. Deuxième élément, nous ne pouvons pas collectivement, je ne parle pas de vous évidemment, mais nous ne pouvons pas collectivement nous désespérer quand on allume la télé de la banquise qu'ils font, du réchauffement climatique et de ce que l'on vit sur la planète en ce moment, et puis se dire que c'est toujours les autres qui doivent faire les efforts. Le changement climatique, ça nous concerne tous, ça concerne les États, ça concerne évidemment la planète, ça nous concerne aussi à Châlons. Et à Châlons aussi, on doit faire des efforts en la matière d'économie d'énergie. Parce que c'est l'énergie qui est le premier responsable des émissions de gaz à effet de serre, qui est évidemment le responsable du réchauffement climatique. Il nous faut donc économiser de l'énergie. Et donc, de ce point de vue-là, nous assumons totalement d'éteindre la lumière la nuit à partir de 23 heures. Alors, avec une petite précision, c'est qu'il y a des rues qui restent quand même allumées. Pourquoi il y a des rues qui restent allumées? Là, je vais rentrer dans un peu de technique, et j'en suis désolé. Il y a des rues qui restent allumées parce que nous devons desservir en lumière les caméras de vidéosurveillance. S'il n'y a pas de lumière, la caméra, elle ne voit plus rien. Donc, on laisse ces lampadaires-là allumés. Mais le problème, c'est que on ne sait pas, pour l'instant, on y arrivera demain, faire on-off sur un seul lampadaire. On sait faire on-off sur ce qu'on appelle une armoire électrique qui va desservir des dizaines de lampadaires. Et on ne peut faire qu'une armoire électrique. Et donc, c'est on-off. Si je veux laisser un lampadaire allumé, il faut en fait que j'en laisse 100 parce que je ne pourrais le faire que via l'armoire électrique. Donc, ce qu'on est en train de faire via un autre projet qui s'appelle Connect Châlons, c'est d'individualiser tous les lampadaires pour effectivement pouvoir laisser allumer le lampadaire qui dessert la caméra de vidéosurveillance. Je vais retrouver mon vocabulaire, qui dessert la caméra de vidéosurveillance. Voilà. C'est ça, très très schématiquement, le raisonnement. On continue? Vas-y, pardon. Merci, monsieur Marjollet. Justement, moi, je pas trop près parce que j'ai une voix qui porte quand même. Vous parlez en fait de faire des économies et de penser à la planète. Alors, je ne vais pas revenir sur le sujet, ni sur les voitures électriques qui, pour moi, même si on vend l'électrique, c'est pas aider la planète, mais c'est pas le sujet ce soir. Le sujet, j'entends en fait pour l'extinction à 23 heures. Moi, en tous les cas, dans le quartier que j'habite, alors c'est pas le Verbeau, c'est juste derrière, le quartier Croix-Dampierre. Et après, il y a beaucoup de personnes âgées, souvent seules, et elles ne sortent plus la nuit. Alors quand je dis la nuit, dès qu'il fait nuit l'hiver, après 16 heures, on les voit plus. Et pourquoi je vous dis ça, monsieur le maire?
Parce que j'ai un chien que je promène à boulevard Croix-Dampierre et que à partir de 16 h, on voit plus les personnes âgées qui se promènent, et ni tôt le matin en hiver parce qu'il fait nuit. Donc on peut faire des économies, j'entends. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la sécurité et entre autres pour ces personnes? Vous n'êtes pas sans savoir que notre quartier n'a pas été épargné sur certaines affaires et qui font quand même peur aux personnes âgées. Et je peux vous assurer, puisque je sors, quand on rentre à 1 h du matin ou même à minuit, il fait nuit noire dans notre quartier. J'habite juste derrière, une rue sans issue. Je peux vous dire que ça rassure pas. Et je peux comprendre les personnes âgées. Alors, puisque vous êtes en train de revoir ce système électrique, il me semble que nos aînés avaient mis ce système justement d'électricité dans les villes pour rassurer et pour régler ce problème d'insécurité. Vous n'allez pas me dire le contraire, mais pourquoi ne pas faire ce qu'on appelle des détecteurs de mouvement, c'est-à-dire que quand quelqu'un se promène dans les rues, eh bien, ça s'allume et puis à un moment donné, ça s'éteint. Et là, je pense qu'effectivement, on pourrait continuer à faire des économies tout en maintenant la sécurité, en tous les cas pour certaines personnes. Alors, peut-être premier point de correctif par rapport à ce que vous avez évoqué. Je ne sais pas si dans le quartier, les personnes âgées ne sortent plus après 16 h, mais on n'éteint pas les lampadaires à 16 h. Hein. On les éteint, j'entends bien, mais je dis pas le contraire, mais on les éteint à 23 h. Je vous dis pas le contraire, mais c'est pas la même raison. C'est juste ce rectificatif-là que je voulais faire. Nous fermons la lumière à 23 h, pas à 16 h. Donc, si les personnes âgées ne sortent pas après 16 h, c'est peut-être pour d'autres raisons que celle-là. Je dis pas le contraire, mais c'est pour d'autres raisons. Bon. Ensuite, il me semble, mais voilà, c'est comme ça, qu'effectivement, on peut très bien sortir le soir, sans aucun problème, et rentrer effectivement autour de 23 h, sans trop de difficultés non plus. Bien évidemment qu'on peut rentrer à minuit, on peut rentrer à 2 h, on peut rentrer à 5 h du mat. Chacun fait ce qu'il veut de ce point de vue-là. Nous, effectivement, notre responsabilité, on l'évoquait tout à l'heure, c'est de faire des choix. Le choix que nous avons fait est un choix basé sur la nécessité de faire des économies d'énergie et de faire des économies d'argent. À chaque fois qu'on prend une décision, il y a toujours, et c'est légitime, des gens qui sont contre, qui ont un autre point de vue. Et c'est normal. C'est d'ailleurs comme ça qu'une démocratie fonctionne, que l'on vit, et donc il n'y a pas de débat par rapport à ça. Et souvent, en plus, leurs arguments sont bons. Leurs arguments sont légitimes. Ils ont raison de penser ce qu'ils pensent, et souvent, je pense comme eux. Sauf que, là encore, on a des contradictions à gérer. Cette contradiction, c'est effectivement un sentiment d'insécurité qui va naître lié à la fermeture de la lumière à 23 h, versus la nécessité de faire des économies d'énergie. Les deux sont légitimes, les deux sont valables, mais les deux sont en contradiction. C'est l'un ou c'est l'autre. Et donc, on va regarder effectivement le système qu'on est en train d'implémenter sur un certain nombre de rues, mais pas sur tout Châlons, des capteurs permettant d'allumer et d'éteindre quand il y a un passage. Mais là encore, on est en train de parler de centaines de lampadaires, de milliers de lampadaires. C'est pas 2 lampadaires qu'on a à Châlons. Celui qui est dans votre rue, vous êtes habitué à celui-là, vous en voyez 4 ou 5. Mais c'est toutes les rues de Châlons. Et donc, quand vous mettez ce type de dispositif-là sur 100% des lampadaires, la volumétrie financière à y consacrer est considérable. Et donc, voilà, on regarde aujourd'hui déjà à individualiser le pilotage des lampadaires pour qu'on puisse allumer ou éteindre chaque lampadaire. Ce sera d'ailleurs pas chaque lampadaire, mais pour allumer et éteindre le maximum de lampadaires de façon individuelle. Et ce ne sera pas le cas sur tout. Mais c'est plutôt dans cette direction-là qu'on va. On essaie d'avancer un peu? Oui, merci monsieur Alors, il y a Marjolais. le chiffre qui est arrivé d'ailleurs, il y a 5000 lampadaires à Châlons. 5000. Donc c'est des gros volumes tout de suite. Alors, pour la 3e point, merci monsieur Marjolais. Je vous Bonne propose soirée. bonne soirée. Alors, ce que je vous propose, hop, on va changer de sujet parce qu'il est déjà 8h moins 10, on a d'autres sujets. Allez en discuter avec lui. Hop, juste là. Alors, je vous propose de passer au 2e sujet relatif à la création de l'espace citoyen de l'hôtel de ville de Châlons. Nous avons les excuses ce soir du président de l'agglomération, Jacques Gesson, qui ne pouvait pas être avec nous. Je vous propose donc de présenter le sujet en duo avec Thomas Dubanchet, qui est conseiller municipal délégué en charge des relations usagers. Et pendant que Thomas nous rejoint, de regarder une
vidéo de présentation. Et donc, nous accueillons Thomas Dubanchet, qui est conseiller municipal en charge des relations usagers, pour nous présenter le projet. Merci Clémence. Rebonsoir, bonsoir à tous. C'est un projet, l'espace citoyen, notamment de simplification. Donc ce soir, je vais essayer, comme la vidéo qui vient d'être présentée, d'être le plus clair possible sur ce que l'on a souhaité faire, sur ce que j'appellerais le nouvel espace citoyen, puisque l'espace citoyen, il existe depuis 2015 de manière numérique, en ligne. On a profité de l'administration unique, où du coup on a fait fusionner nos deux administrations, à la fois de l'agglomération et de la ville, pour se poser des questions sur comment on rend service, comment est-ce que l'on délivre nos prestations auprès des concitoyens. Et donc le moment de réunir nos deux administrations a permis de choisir quelques objectifs pour construire ce nouvel espace citoyen. Parmi ces objectifs, je vais en retenir 3 pour faire simple et court ce soir. On voulait simplifier, on voulait améliorer. Attention, quand je dis améliorer, on part déjà d'accueil qui fonctionnait très bien, mais on voulait aller plus loin. Et puis, moderniser nos services. Simplifier, c'est ce qui vient d'être montré dans la vidéo. C'est assez rapide à résumer. On avait plusieurs lieux d'accueil. On avait 6 lieux d'accueil au niveau de nos directions qui pouvaient être à différents endroits du territoire. On avait donc différents horaires, différents numéros de téléphone. La simplification, c'est un seul lieu, un seul numéro de téléphone et à nouveau une seule plateforme numérique pour l'ensemble des services de la ville de Châlons-en-Champagne et de l'agglomération de Châlons. J'insiste sur ces deux-là, puisque, comme la vidéo le disait, ça ne concerne pas toutes les communes du territoire qui vont avoir tous leurs services délivrés à Châlons-en-Champagne. Non, c'est les différents services qui étaient rendus, notamment par l'agglomération, pour certains comme l'eau à Saint-Mémy, pour d'autres du côté de Saint-Martin, même si c'est encore à Châlons, rue Jacquard, au niveau de l'agglo. Pour l'urbanisme, c'était une autre rue de Châlons, rue Gantelet. On pouvait avoir les objets trouvés dans le passage Andelle. On réunit tout en un site. Donc ça, c'est la partie simplifiée. Le deuxième, améliorer. Comme je le dis, on part d'accueil qui avait déjà mis en place des process qualité, mais l'objectif là c'est d'homogénéiser et donc d'avoir un accueil qui soit homogène, qu'on ait une question en urbanisme sur l'eau, d'état civil ou d'objets trouvés. Et puis le troisième, la modernisation, on avance tous avec notre époque, il y a toujours des vagues de modernisation, on est sur un moment charnière où on a de plus en plus de services qui se font de manière numérique, qui se font en ligne, mais ils ne sont pas en numérique pour tous. Et il y a des services qui ne se délivrent pas par Internet. Allez chercher une carte d'identité, vous continuez à aller à l'hôtel de ville pour avoir la délivrance du titre. L'objectif de la modernisation, c'est de pouvoir à la fois
pousser les services numériques, parce que parfois quand on est loin de la ville-centre, on peut apprécier remplir un formulaire en ligne plutôt que d'envoyer un courrier ou plutôt que d'avoir à se déplacer. Mais de l'autre côté, ne pas oublier l'inclusion numérique. Et donc, au niveau de l'hôtel de ville de Châlons, on est aussi un service qui permet d'accompagner. Et donc, quand le service est en ligne, il ne faut pas oublier celui qui n'a pas forcément le moyen d'y accéder ou simplement la méthode pour aller chercher ce service. Voilà pour les objectifs. Depuis lundi, l'espace citoyen a ouvert. Alors, a ouvert, il y avait déjà l'accueil de l'hôtel de ville qui était là, mais depuis lundi, c'est en place. Donc, à l'hôtel de ville, vous pouvez dès à présent recevoir les services et prestations qui étaient délivrés dans 6 lieux précédemment, la semaine dernière, au niveau de la ville et de l'administration. Juste pour dire, lundi, c'était une première étape. C'est un projet qui va se poursuivre. Quand on parle d'une démarche qualité, ne serait-ce que le parcours de l'usager au sein de notre hôtel de ville va continuer à être pensé. On a inventé, on a construit un nouveau poste qui est le conseiller usager, qui se retrouve très polyvalent dans sa capacité d'accueil et de rendre service, puisqu'il va traiter à la fois des questions d'eau, d'urbanisme, de déchets ou autres. Et on va développer une démarche qualité avec un objectif de certification à la fin du projet, qui sera un petit peu la validation finale du projet. Donc aujourd'hui, on ouvre. Ça va se poursuivre sur 18 mois, 2 ans, parce qu'il y a une phase de chantier à avoir, notamment au sein de l'hôtel de ville. Et donc, c'est un projet qui va se poursuivre. J'en profite quand même, parce que je l'ai pas fait en introduction, pour 2 remerciements particuliers. Le premier, c'est pour nos services, parce qu'on n'imagine pas, quand on demande de telles modifications, ce que ça peut prendre. Et donc, on a des agents du service public motivés pour rendre un service public de qualité, qui sont motivés dans ce projet-là, de la direction jusqu'aux conseillers usagers qui vous accueillent dans les services. Et puis le deuxième, là je suis tout seul à le présenter, mais comme on parle de 8 directions, c'est forcément un projet qui a impliqué beaucoup de mes collègues. Donc je pense à Marcel Chauvière qui porte le projet avec moi depuis le départ. Je pense à Augustin Delavenne, le premier adjoint. Je pense à tous les services, Clémence Prémont, Sabine Bourbroc pour l'éducation. Je vais pas tous les citer, mais juste pour rappeler que quand on mène un projet comme ça, il faut arriver à avoir aussi tous ses collègues qui portent le même projet, parce qu'on parle de passer des accueils qui étaient dans des directions métiers, dans des directions expertise, à un accueil centralisé qui prend comme première clé d'entrée la qualité de l'accueil. Alors moi, d'ores et déjà, j'ai 3 questions qui sont arrivées en amont sur la plateforme. La première, d'Elianor qui nous demande « Pourrais-je venir payer mes factures d'eau à l'hôtel de ville de Châlons ?» Ensuite, on a Luc qui nous dit « Si j'ai bien compris, nous n'aurons pas de guichet France Service au même endroit. Pourquoi ?» Et enfin, Gilles, du coup, si j'habite à l'autre bout de l'agglomération, est-ce que je dois me déplacer jusqu'à Châlons pour effectuer toutes mes démarches? Alors, l'eau, déjà, elle se paye en ligne. Mais effectivement, demain, si vous avez à ouvrir un compteur d'eau, fermer un compteur d'eau ou faire toutes d'autres démarches sur l'eau, vous allez à l'hôtel de ville de Châlons, quand hier, vous alliez à Saint-Mémy. C'est là où on a basculé le service, comme on vient de l'évoquer à l'instant. Luc évoque la maison France Service. Pour rappel, la maison France Service a été inventée par l'État pour regrouper un certain nombre de services publics, mais principalement à destination du monde rural. Ça a été fait pour le monde rural. C'est pas interdit pour le monde urbain, mais c'est d'abord et avant tout pour le monde rural, et c'est donc à destination du monde rural que ça va se faire. À Châlons, pour l'instant, on va continuer évidemment pour les démarches vis-à-vis d'autres institutions que la ville et de l'agglo, de les faire évidemment à la trésorerie, à France Travail ou ailleurs. Enfin, troisième question, si j'habite à l'autre bout de l'agglo, comment je me débrouille? En fait, ce qu'on vient de vous présenter ce soir, ce que Thomas vient de vous présenter ce soir, c'est pour ce qui concerne les Châlonnais. Pour les Châlonnais, ils ont tous les services qui se font à l'hôtel de ville de Châlons. Ceux de la ville, l'éducation par exemple, et puis ceux de l'agglo, les déchets ou l'eau. Pour ceux qui n'habitent pas Châlons, mais qui sont évidemment intéressés par ce qui se passe pour les services publics qu'on leur rend, tout ce qu'ils faisaient traditionnellement dans leur commune, dans leur mairie, ils continuent à le faire dans leur mairie. Et puis tout ce qu'ils faisaient soit à Châlons,
soit à Saint-Mémy, c'était les deux sites que nous avions, bah, ils le feront à l'hôtel de ville de Châlons. Autrement dit, pour la personne qui nous dit est-ce qu'il faut que je traverse toute l'agglomération, non. Pour les compétences de sa mairie, eh ben, il continue à aller à sa mairie. Et puis pour les compétences de l'agglomération, ben, avant il allait à deux endroits à Châlons, un endroit à Saint-Mémy, ben là c'est un endroit unique qui se trouve à l'hôtel de ville de Châlons, donc ça ne change strictement rien pour lui en termes de déplacement. Est-ce que vous avez des questions dans la salle concernant l'espace citoyen? Le micro arrive. Alors, je l'ai utilisé plusieurs fois par téléphone, j'avoue, parce que je trouve que c'est mieux de téléphoner que d'écrire un message. J'étais à moitié satisfaite. En tous les cas, des réponses. J'ai pas demandé grand-chose. Je suis toujours sur le boulevard Croix-Dampierre. Alors, je veux bien qu'on ne coupe plus les pelouses, j'entends. Sauf que il y a un moment donné dans l'été, on a l'impression d'être dans une friche. On va pas se mentir. Non, c'est pas grave. Bah si, ça l'est. Ça l'est entre autres quand on a des animaux et qu'il y a une végétation qui s'appelle les épillets. Et quand ça sèche, eh ben, ça tue parce que ça rentre sous la peau des animaux, quel que soit l'animal. Et ça reste sous la peau et ça monte et ça tue l'animal. Donc ça, c'est une première chose. Donc j'ai écrit, j'ai téléphoné. Alors effectivement, c'était très réactif. Le lendemain, tout était tondu, parfait. Et puis j'ai demandé deux choses supplémentaires qui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ne coûtent pas grand-chose. J'ai demandé une poubelle supplémentaire sur la deuxième, on va dire la troisième partie du boulevard Croix-Dampierre, c'est-à-dire celle qui va après la rue qui va à la cuisine centrale, qui s'appelle la troisième partie où vous allez vous accéder au nouvel espace balade familiale, quelque chose comme ça. Et là, il n'y a aucune poubelle. Et je trouve ça dommage parce que, voilà. Donc, quand on a quelque chose dans la main, bah, on doit se promener des mètres et des mètres et des mètres. On attend la deuxième partie du boulevard pour pouvoir jeter ce qu'on a à jeter. Je trouve ça dommage et je trouve qu'une poubelle, ça coûte pas grand-chose. Et puis, j'avais demandé aussi des bancs supplémentaires. Vous avez rajouté beaucoup de bancs dans certains squares. Vous avez enlevé un banc boulevard Croix-Dampierre. Et effectivement, vous avez, comme je l'évoquais tout à l'heure, vous avez beaucoup l'été des personnes qui viennent lire. Et en fait, elles se retrouvent. Alors, cette deuxième partie du boulevard n'a pas de poubelle et pas de banc. Et les autres parties, la dernière, en fait, avant le virage, il y avait des bancs. Et on en a retiré. Il en reste plus qu'un. Et je trouve ça dommage parce que je m'aperçois que des personnes aiment bien avec les enfants ou des personnes âgées ou des personnes qui viennent avec leurs livres. Et bien, du coup, ils ont plus d'endroit pour pouvoir s'asseoir. Alors, okay. Ça ne demande pas grand-chose. Alors, et voilà. Juste un point. De principe, qui vous concerne évidemment, mais qui concerne tout le monde. Voilà. L'engagement que nous prenons via l'espace citoyen, que ce soit par écrit, par téléphone, par Internet ou en physique, c'est de vous répondre. C'est de vous répondre. C'est pas forcément de répondre oui à tout ce que vous demandez. Il y a une petite nuance entre les deux. Je sais bien. Il y a une petite nuance entre les deux. Voilà. Donc nous, l'engagement de qualité qu'on prend, c'est vous nous faites une demande, on vous répond. On vous répond oui, on vous répond non, on vous répond peut-être, on vous répond on va étudier. Par contre, il faut impérativement qu'on vous réponde. Et globalement, on arrive à peu près à tenir nos engagements en la matière. Un peu plus compliqué depuis quelques jours. C'était évoqué par Thomas, le temps qu'on mette tout ça en musique, qu'on arrive effectivement, puisque ça a été lancé le 3 mars, il faut que voilà, que tout ça se rôde, et donc on va avoir, je sais pas, quelques semaines de rodage pour tout ça, pour que les choses se remettent bien en place, parce qu'on a changé une grande partie des équipes, donc il faut que tout le monde se forme. Enfin voilà, c'est un peu long, mais on va retrouver un niveau de qualité de service dans les semaines qui viennent. Par contre, effectivement, on gardera effectivement la latitude de répondre de temps en temps oui, de temps en temps non. Et par contre, si on dit oui, il faut qu'on le fasse. Donc, on va regarder évidemment à la poubelle que vous évoquez, parce que vous avez répondu oui. On va regarder évidemment le banc aussi. Et donc, on se reposera la question tout à l'heure. Enfin, on verra avec le patrouilleur tout à l'heure, avec Geoffrey, pour qu'on puisse effectivement regarder les choses, parce qu'il faut qu'on les regarde. Et c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'il fait à chaque fois que c'est possible. Voilà la réponse sur ce point-là. Est-ce que vous avez des questions sur l'espace citoyen, madame?
Ça va peut-être vous paraître dérisoire ce que je viens de dire. Je suis un peu en colère parce que les décorations de Noël sont magnifiques. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été fait au centre-ville, c'est très bien. Ça, je ne le nie pas. Ça a été très bien fait. Mais pourquoi ne pas avoir mis de décoration à Tissier? Ouais. Ouais, à Tissier. Alors, encore, vous allez dire que je suis une jalouse, mais non, peut-être un peu comme... Pas du tout, je me permettrai pas de dire une chose pareille. Non, mais alors, ce qui me met en colère, c'est que je lui dis, ça a été très bien fait. On n'a rien mis plasticier, mais par contre, on nous met des arbres et des Alors, ça, c'est pas logique. J'ai entendu. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on était en train d'essayer de débattre de l'espace citoyen et plutôt de débattre du Verbeau que du centre-ville. Puisque nous sommes au Verbeau, et donc plutôt d'essayer de parler du quartier que de parler d'autre chose. Voilà, bah, parfait, tant mieux. Si en plus c'est pour dire ça, tant mieux. Sur le centre-ville, on a une réunion spécifique sur le centre-ville, et donc on le réévoquera ensemble. Ce que je vous propose, c'est qu'on réévoquera évidemment la question du centre-ville tout à l'heure, à la fin de la réunion, et je vous répondrai bien évidemment sans aucun problème. On passe à la suite ? Est-ce qu'il y a encore des questions sur l'espace citoyen? Sinon, on passe au 3e point. Madame. Pourquoi dans les immeubles, avant, on avait une poubelle pour les journaux, puis une poubelle pour les papiers, enfin, pour les boîtes de conserve et tout ça, et il n'y a plus de poubelle journaux? Alors, maintenant, on a eu des changements des consignes de tri. En gros, l'idée a été d'essayer d'harmoniser le tri un peu partout en France. On met plus dans voilà. Bon, d'harmoniser un peu partout en France pour qu'on ait à peu près les mêmes consignes de tri un peu partout en France. Bon. Et donc, en gros, maintenant, les journaux, vous les mettez dans la poubelle jaune. Voilà, point. Basique. Les journaux s'étaient recyclés pour... ça change rien dans la matière. Ah, d'accord. Tout ce qui est dans la poubelle jaune est recyclé. Tout. Ah, et bon. donc, bien évidemment, on n'a pas fait un retour arrière en disant qu'avant, on recyclait les journaux, plus demain. Le principe, si le tri est bien fait, c'est que tout ce qui est dans la poubelle jaune est trié. Et donc, maintenant, tout ce qui a vocation à être trié, vous le mettez dans la poubelle jaune. Voilà. Tout ce qui a vocation à... Est-ce qu'il y a des... Je repose une 3e fois la question. Est-ce qu'il y a des questions sur l'espace citoyen? Sinon, on passe au 3e point et on passera aux questions diverses après. Donc, merci Thomas. Je vous propose de passer au 3e point qui est la création d'un VTT Park pour renforcer le pôle glisse de notre Jard anglais pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes de faire du VTT s'ils le souhaitent. Et donc, on accueille Floriana Parnavoine qui est adjointe au maire en charge des sports pour nous présenter le projet. On commence par une brève vidéo, il me semble. Et donc, nous avons Floriana Parnavoine, adjointe au maire en charge des sports, qui va vous présenter le projet. Merci Clémence. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, vous avez pu voir la petite vidéo de présentation de ce VTT Park.
Vous avez sûrement remarqué que c'est pas une vidéo, une fausse vidéo, une vidéo de synthèse. Hein, c'est vraiment le site qui a été filmé. Voilà, donc on peut dire que le VTT Park est sorti de terre et qui sera bientôt ouvert au public. Juste pour vous rappeler quelques étapes rapidement, c'est quand même un projet qu'on a commencé à travailler en 2018. Ça commence à faire quelques années et c'est à ce moment-là qu'on a identifié la parcelle où on a créé ce VTT Park. D'ailleurs, c'est une parcelle qui avait été identifiée à l'origine par des associations sportives locales dont certaines personnes sont présentes dans la salle. Et nous avons ensuite, alors je vous épargne tous les détails techniques, mais on a quand même dû acquérir la parcelle, faire tout un tas d'études parce qu'on est sur un site naturel boisé, donc on peut pas faire ce qu'on veut sur ce site. Donc forcément, on a eu pas mal d'études à faire. Donc ce VTT Park, donc slide suivante, pardon, je suis allée vite, on m'a dit de faire vite aussi, alors je fais vite. Donc ce VTT Park, il est situé donc sur un espace boisé de 4800 mètres carrés. Et le VTT Park en lui-même fait 11 800 mètres carrés. Donc vous avez là un plan du VTT Park. Il complète bien évidemment les infrastructures sportives que nous avons actuellement en centre-ville et sur notre ville. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Et donc vous dire que ce site ouvre dans quelques jours. Vous pouvez voir donc sur le plan que juste rester sur celle d'avant. Il y a des couleurs. Donc l'idée, en fait, c'est un parcours VTT ludique avec 3 niveaux de difficulté différents qui profitent du mouvement de terrain. Donc pour vous dire que on n'a vraiment pas touché au site naturel, on a fait avec les mouvements de terrain. On aura une pump track. Donc c'est un circuit fermé tout terrain sur 2000 mètres carrés qui est caractérisé par des bosses et des virages sur une surface donc en cailloux. Donc pour les VTT et les BMX. Et on aura aussi un parcours de maniabilité ou un baby park, donc pour les débutants et les petits, qui leur permettront de s'entraîner tout en sécurité. Et il y aura tout autour, parce que donc je vous le répète, c'est un site naturel boisé, donc on aura un sentier pédestre à vocation pédagogique qui entoure l'ensemble du site, et donc on pourra venir s'y promener. Et il y aura des panneaux pédagogiques qui vous expliqueront toute la faune et la flore du site. Vous avez sur la slide, sur l'écran, donc là c'est le baby park, donc le parcours de maniabilité pour les petits. Donc c'est sur un sol plat avec des modules en bois pour que les enfants et les débutants s'entraînent à passer des bosses. Ensuite, vous avez donc les pistes VTT. Donc le point de départ est au même endroit pour les 3 niveaux de difficulté. Donc 3 parcours ludiques sur 740 mètres linéaires, ponctués donc de modules en bois de niveaux différents. Et donc je vous le redis aussi, donc un tracé qui épouse bien les mouvements naturels du terrain. Ensuite, donc vous avez la pump track. Donc circuit fermé dont la succession de mouvements de terrain permet donc aux pratiquants d'avancer sans pédaler, donc avec les bosses et les virages, donc 110 mètres linéaires et une boucle donc niveau facile avec une variante niveau moyen. Et nous avons donc conservé donc de l'arbre au centre de la prairie pour cette pump track. Ensuite, vous avez donc le sentier mixte pédagogique où on pourra s'y promener, donc qui entoure le site complet du VTT Park, donc qui permet de connecter les 3 espaces, accessibles depuis 2 entrées, donc une entrée côté base nautique et une entrée avec où on arrive par la passerelle métallique. Donc toujours le respect du terrain naturel et donc ponctué de panneaux de sensibilisation à l'environnement. Et je voulais vous rajouter, parce que donc c'était le maire qui devait le dire, mais c'est moi. Alors, attendez, je retrouve mes fiches. C'est là, voilà, juste pour donc vous expliquer donc ce site naturel boisé. Donc le projet a été validé donc par l'Office français de la biodiversité et la DREAL après une étude environnementale donc sur 4 saisons, donc sur une année, et un dossier conforme à la loi sur l'eau, donc garantissant la protection de la biodiversité.
Donc le site bénéficie d'une obligation réelle environnementale pour 30 ans, c'est-à-dire d'un engagement contractuel dans lequel la ville, l'agglomération et la LPO s'engagent à protéger les caractéristiques écologiques du site. Donc voilà, c'est un site donc naturel boisé que nous avons nettoyé aussi au passage. Nous avons quand même retiré sur ce site naturel boisé 245 tonnes de béton avant de commencer les travaux, 13 tonnes de déblais inertes, 650 kg de ferraille et 630 kg de déchets divers ramassés par l'AGICAC. Donc un site naturel boisé, pas si naturel que ça. Voilà, juste pour vous expliquer. Donc on va rendre ce site naturel et très agréable pour les VTTistes et pour les promeneurs. Est-ce que vous avez des questions concernant le VTT Park ? Merci déjà. Tout d'abord, merci pour cette création parce que ça va nous permettre, nous, avec la SPTT et puis nombreux VTTistes de pratiquer sur ce module. Concernant l'accès à tous les véhicules motorisés qui pourraient dégrader ces lieux-là, qu'avez-vous pensé de faire pour limiter ou même interdire justement l'accès de ces personnes-là, quoi. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, concernant les... j'aime pas trop dire le mot, mais squats de personnes sur les modules pour éviter des dangers quand on roule, et choses comme ça. Y a-t-il une ronde de quelqu'un ou pour prévenir et puis avertir pour que ça soit fluide en fait dans la pratique du VTT? Pas compris la question du squat. Sur les modules pour éviter que les personnes en fait squattent les choses en bois, tout simplement avec un casse-croûte et profiter de l'endroit en fait via le module pour s'asseoir dessus, pour profiter en fait du moment. Alors, je vois que vous avez un gros budget sur les bancs. Je sais pas s'il y en a là-haut, mais peut-être en mettre aussi. Mais bon, voilà. Alors, deux réponses peut-être. Sur la seconde question, la réponse est non. On va pas mettre à demeure un policier municipal pour effectivement sortir la personne qui va manger son casse-croûte sur un module. Sinon, sincèrement, on s'en sortira pas. Donc, la réponse est non. On compte sur un truc qui s'appelle le civisme. C'est compliqué de compter dessus, hein, je sais bien. Mais effectivement, on va pas mettre un policier municipal ou quelqu'un d'autre, peu importe, à demeure sur le site pour 2 fois par jour ou 10 fois par jour virer quelqu'un. Si on sent qu'il y a un excès, on enverra la police municipale pendant 2-3 jours pour effectivement montrer que, mais ce sera évidemment pas à demeure. Donc on verra avec les utilisateurs que vous êtes notamment, si effectivement vous sentez qu'à un moment il y en a beaucoup, vous nous le dites, à ce moment-là on fait venir pour montrer qu'on assure la présence là-dessus, mais ce sera évidemment pas à demeure. Concernant les véhicules motorisés, évidemment que notre objectif, c'est de les interdire. Donc, vous avez 2 arrivées possibles sur le site. L'arrivée par la passerelle Valéjard, ça, a priori, on devrait être à peu près tranquille. Par contre, l'arrivée via la base nautique, là, c'est plus compliqué. Donc, je sais plus, je pense qu'on a des pylônes qui interdisent évidemment les bagnoles, enfin les pylônes des poteaux, pardon, qui interdisent les bagnoles. Ça, c'est sûr. Pour les véhicules motorisés, effectivement, mais beaucoup plus réduit. Effectivement, ça, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Et donc là, il va falloir qu'on soit un peu présent. On va évidemment les interdire, hein, ça va de soi. C'est interdit. Ça, il n'y a pas de débat. Il y a des panneaux qui sont prévus, etc., etc. On peut craindre effectivement qu'il y en ait quelques-uns qui les utilisent quand même. Donc là, il faudra qu'on assure via la police municipale, notamment au début, un peu de présence pour que le message soit bien passé et qu'effectivement, on balance les contredanses nécessaires pour ceux, évidemment, qui vont vouloir s'amuser avec autre chose que ce qui est prévu. On a prévu quelque chose sur lequel il n'y a pas vocation d'avoir de moteur et donc on va évidemment veiller à ce que cette interdiction-là soit bien respectée. Est-ce que vous avez des questions sur le VTT Park ? Oui, bonsoir à tous. Donc, je me présente, Monsieur Alcon, donc président du club de la SPTT VTT. Simplement, voilà, moi je voulais profiter de l'instant qui m'est donné, de féliciter la mairie pour le travail, un travail remarquable. Hein, c'est un vrai parcours de VTT avec tout ce qu'on voulait. Encore une fois, merci. Alors maintenant, je rejoins les questions qu'on se pose tous. Ce qu'on veut, c'est qu'on ait un parc qui soit pas dégradé, ça fait partie des choses qu'on a constatées en y allant avec les jeunes, sans l'utiliser, en regardant, je précise bien. On a vu effectivement de nombreuses motos y circuler, on a vu des jeunes qui utilisaient
les modules comme bar à bière, hein, voilà, enfin, c'est ce qu'on a un peu peur. Alors, il faudrait aussi penser, comme on avait oublié de le faire peut-être au skatepark, de prévoir des poubelles, parce que je pense que les familles vont s'y rendre et je pense que voilà, ils risquent de rester un peu plus longtemps. Ça, c'est les choses auxquelles on ne pense pas. Et puis voilà, on va essayer de mettre en pratique le bien vivre ensemble. Hein. On va espérer que tout le monde voilà, fasse la part des choses et que voilà, qu'on n'ait pas à regretter des. Alors j'imagine qu'on n'a pas prévu de mettre des caméras. J'imagine que ça servirait pas forcément à grand chose. Voilà, peut-être au début, voilà, passer pour éviter de. Alors sur les caméras, on nous demande souvent de mettre des caméras. À peu près partout. Pour rappel, les caméras, elles ont vocation à être utilisées pour des faits délictueux graves. Je vous rappelle que nous n'avons pas le droit, nous, de les regarder. On doit avoir fait une demande d'extraction via la police nationale et qu'ensuite c'est elle qui utilise ça lorsqu'il y a quelque chose de grave. Je vous cacherai pas qu'effectivement le jeune qui boit une bière sur le module en bois, c'est peut-être pas le niveau de gravité qui va légitimer une caméra, donc c'est pas prévu à ce stade. Flo allait répondre qu'on a évidemment prévu des poubelles à ce stade. Ce qu'il va falloir, je répète, hein, c'est que on ait au début suffisamment de présence pour montrer que c'est pas un terrain qu'on délaisse. Et pour effectivement passer le message tout de suite que la police municipale, ça fera partie de ces rondes traditionnelles, entre guillemets, mais qu'il n'y aura pas quelqu'un à demeure. Je le répète par rapport à ça. Mais effectivement, il faut qu'on affirme une présence pour limiter les risques qui sont évoqués. Le risque principal étant, de notre point de vue, probablement les véhicules motorisés. C'est là où on a le sujet le plus important. Le squat aussi. Et je pense que le squat se gère plus facilement que les véhicules motorisés. Et donc, c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on mette l'accent dans les premières semaines d'utilisation du VTT Park. Alors, s'il n'y a plus de questions sur le VTT Park dans la salle, eh ben, merci Floriana. Et puis, je vous propose de passer aux questions diverses pour les 10 minutes qui nous restent. On a Martine en ligne qui nous a demandé si on avait un projet pour le site de l'ancienne école Camille Corot, qui est l'ancienne maternelle des Grévières. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est un site qui est utilisé aujourd'hui par les Jazés dans le cadre de la préparation du carnaval de Châlons. Donc c'est là qu'ils entreposent l'ensemble de leur matériel. Et donc il y a des études en cours, j'imagine, pour savoir ce qu'on va en faire, est-ce qu'on le rase, est-ce qu'on ne le rase pas. Mais si on le rase, il faut qu'on recasse les azés, je vais y arriver. Mais donc c'est pas la priorité du moment et donc il n'y a pas de projet particulier sur Camille Corot à ce stade. Toujours en ligne, on a Kenza qui nous dit à quand un parc canin à Châlons en Champagne? Alors ça c'est une question qui vient assez régulièrement. Alors dans les parcs canins, je crois qu'il y a différentes typologies de parcs. Hein. Il y a les parcs en gros pour promener Chauntien, tout simplement. Et puis il y a des parcs pour qu'ils puissent s'entraîner, qu'ils puissent courir avec des modules, etc. etc. Donc ça c'est quelque chose qu'on regarde. On en a validé le principe dans le cadre du bureau municipal. Donc on va le faire. Il faut trouver le lieu. Parce que le risque évidemment c'est que dès qu'on en fait un, tous les quartiers nous disent moi je veux le mien parce que sinon s'il est à 10 km de mon chien à moi ça correspondra pas, donc on va évidemment regarder ces points là, mais effectivement on a prévu un parc plutôt dans la logique quelque part du parc pour que le chien puisse se détendre, plutôt se défouler d'ailleurs, et donc quelque chose d'un peu sportif. On en fera un sur le territoire, donc on a effectivement validé le principe. Maintenant, il faut qu'on regarde où, qu'on fasse les études, etc., etc. Mais le principe est acté et validé. Christophe Guimau, qui est l'adjoint au maire et qui suit le dossier, m'écrit que nous sommes en plein travaux d'études pour le choix de l'endroit du Canipark qui sera soit au Montlhéry, soit aux Grévières, et c'est en cours de chiffrage. On a également en ligne Nat qui nous dit « Est-ce que la police pourrait patrouiller aux heures critiques en fin de journée rue du groupe Libération Nord ?» Car beaucoup d'allées venues. Alors, sur la police municipale, on a effectivement un certain nombre d'agents de police municipaux et leur mission principale, c'est effectivement d'être sur le terrain, soit à pied, soit en véhicule,
pour effectivement essayer de patrouiller sur l'ensemble du territoire. Ils le font de façon coordonnée avec la police nationale, bien évidemment, même si leur métier est différent. Et donc, ils passent effectivement dans tous les quartiers. On va réinsister sur le point que vous avez évoqué pour qu'ils passent également, mais je pense que c'est déjà le cas, hein, sur évidemment Libération Nord. On leur demande, nous, de se concentrer sur effectivement le Verbeau, sur Schmitt, sur la vallée Saint-Pierre, sur la rive gauche, donc sur les quartiers qui sont dits, je dis bien dit parce que c'est pas toujours le cas, un peu plus compliqués, un peu plus difficiles. J'aime pas ces termes-là parce qu'ils ont un côté stigmatisant qui est pas bien, et que globalement 99,9% des gens vivent bien au Verbeau, vivent bien à rive gauche, vivent bien à Schmitt ou à vallée Saint-Pierre. Et ce qui était évoqué tout à l'heure sur le taux de personnes qui voulaient continuer à vivre au Verbeau dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine est vraiment un élément très positif de ce point de vue-là, sur le fait que les gens voulaient rester ici et étaient attachés à leur quartier, et c'est une bonne chose. Alors, madame qui a une question. Il parle de se construire un poulailler de 600 000 poulets, là. Moi, j'aimerais savoir, ça ne va pas avoir les répercussions odorantes, nous, dans nos quartiers, là. Alors, si c'est une garantie, c'est une certitude, parce que j'ai pas envie de respirer ça toute la journée, moi. J'entends, on a le débat, effectivement, et on a eu le débat au conseil municipal. On a eu le débat en conseil municipal parce que comme nous sommes une commune riveraine de la commune de Sarry, on nous demande notre avis, ce qui est normal pour des projets de cette importance-là. Nous avons donné un avis favorable à ce projet. Pourquoi? Parce que, comme on l'évoquait tout à l'heure, il faut qu'on ait un peu de cohérence par rapport à tous les débats qu'on peut avoir. On ne peut pas avoir d'un côté une position qui s'exprime, qui consiste à dire que on veut pas de l'accord avec le Mercosur, c'est-à-dire avec l'Amérique du Sud, parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'ils fabriquent là-bas quand ils font de la viande. Et puis en même temps dire non, par contre, je veux pas qu'on ait une usine pour fabriquer des poulets. Voilà, il y a un moment, il faut s'assumer. Si on veut de la souveraineté alimentaire, si on veut pouvoir contrôler la façon dont notre nourriture est fabriquée, il faut qu'on la fabrique en France. Alors, c'est là où je vous dis que justement, on a toutes ces contradictions-là. Ces contradictions, parce que celui qui habite à côté du poulailler, je peux comprendre qu'il soit inquiet. Il a sûrement des œufs tous les jours, mais il peut être inquiet, et j'entends cette inquiétude-là. Et elle est légitime, cette inquiétude. Ce que je veux simplement vous passer comme message, c'est que vous voyez bien qu'on est toujours empêtré dans des milliards de contradictions. Et que d'un côté, on veut de la viande élevée en France pour qu'on soit sûr de la qualité sanitaire de la viande, mais de l'autre, si le poulailler pouvait être dans la commune du voisin, ce serait quand même beaucoup mieux. Donc on a ces contradictions-là, je répète, elles sont naturelles, elles sont légitimes. Ce serait tellement plus facile s'il y en avait un qui avait tort et l'autre qui avait raison pour arbitrer les choses. Non, très souvent, les gens ont tous raison dans leur raisonnement, mais il faut bien trancher les choses à un moment ou à un autre. Bon. Ensuite, il y a effectivement, sur ce type de projet-là, il y a des études, il y a des contrôles, il y a des normes qui s'appliquent. Et la personne qui s'engage là-dedans, elle va avoir 2-3 ans d'études pour effectivement, sur le plan environnemental, prouver qu'il n'y aura pas d'odeur, prouver qu'il n'y aura pas de problème, etc. etc. Des poulaillers géants en France, il en existe. Donc on sait faire, on sait traiter. Il y a des risques. Il peut y avoir pas des risques. Il y a des inquiétudes qui sont légitimes. Il n'y a pas de risques, mais il y a des inquiétudes qui sont légitimes. On va faire toutes les études. Le porteur de projet, la commune feront toutes les études nécessaires pour que les choses se passent bien. Mais là encore, nous, on a donné un avis favorable pour les raisons qu'on vient d'évoquer, à savoir que si on veut être autonome sur le plan alimentaire, si on veut contrôler la qualité de ce que l'on met dans nos assiettes et dans celles de nos enfants, il faut effectivement que ce soit fait en France. Sinon, effectivement, il faut, à ce moment-là, accepter qu'on importe tout d'ailleurs. Et à ce moment-là, on a moins de contrôle. Bah. Ensuite, deuxième élément peut-être pour l'avoir en tête aussi, hein,
on nous a dit, notamment au conseil municipal, un certain nombre de personnes nous ont dit, mais c'est quand même mieux les élevages en plein air, les élevages, etc., les plus petits élevages, etc. Bon, c'est vrai. Mais en même temps, on veut aussi avoir du poulet pas trop cher. Et pas que du label rouge. Le label rouge, c'est génial quand on a les moyens de se payer le label rouge. J'ai les moyens de me payer le label rouge et je préfère effectivement le label rouge. Ben, y a plein de gens qui veulent du bon poulet, sur lequel il n'y ait pas de risque sanitaire et qui soit pas trop cher. Et pour ça, eh ben, il faut des élevages avec un peu de volume. Pour qu'on soit sûr d'avoir quand même quelque chose de bon dans l'assiette, quelque chose de qualitatif sur le plan sanitaire dans l'assiette, mais effectivement, comme il y a un peu de volume, ben, c'est un peu moins cher. Alors, monsieur, une question. Je le tiens, monsieur, allez-y. Merci. Vous avez donc dans l'avenue André Malraux des plots en plastique, vous savez, qui séparent donc les deux côtés de la voirie. Et bien entendu, avec l'âge, ces plots sont devenus, si vous voulez, à peu près de la même couleur que la voirie. Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes sur les trottoirs, il vaut mieux, si vous voulez, avoir les voitures en face, parce que les personnes, comme chacun sait, donc téléphone beaucoup en voiture. Donc, ils s'aperçoivent au dernier moment qu'il y a un plot, et je vous assure que c'est pas du tout rassurant de se trouver sur le trottoir à ce moment-là. Alors donc, c'est pas grand-chose, ça coûtera pas. Il n'y a pas besoin d'emprunter. J'allais vous répondre, on va le faire. Les plots en plastique, c'est évidemment pas ce qui va nous ruiner. Ça fait partie de l'entretien du quotidien, donc il n'y a pas de débat. On va le faire. Voilà. C'est à Malraux, c'est ça? C'est à 100 mètres d'ici. D'accord. Rue André Malraux. Donc on va regarder ces plots-là. On s'en occupe. C'est bon. Oui. Ah bon. Donc, autre point, vous avez l'avenue des Alliés et puis une petite ruelle qui mène directement pour les piétons, c'est très pratique, pour aller sur Carrefour. À peu près à 50 mètres de la ruelle, terminé. Ensuite, vous avez donc de la terre bien marnaise, c'est-à-dire calcaire. Et lorsqu'il pleut ou est-ce que c'est un peu humide, je vous assure qu'en venant, il faut nettoyer vos chaussures. C'est bien, ça fait du sport de nettoyer ses chaussures, c'est très bien. Mais monsieur le maire, je ne suis pas contre le sport. Simplement, si on pouvait, je répète, c'est seulement piéton, si on pouvait aménager un peu mieux ce passage, le prolonger, parce que juste à côté, donc si vous voulez, c'est le terrain qui jouxte donc le Capitole, et vous avez des belles avenues en bitume et tout superbes qui ne servent strictement à rien. D'accord? Donc, je pense qu'en hélicoptère, ça va être beau à regarder, Mais nous, ce que nous souhaiterions, c'est que pour les piétons, on n'est vraiment pas très exigeant. C'est pouvoir simplement passer sans avoir, monsieur le maire, à nettoyer ses chaussures en rentrant. Dernier point, nous avons des beaux espaces verts, donc ici, il n'y a rien à dire. Simplement, les arbres, ils ont vieilli. Ça fait plus de 45 ans que la zone Croix-d'Ampierre a été aménagée. Automatiquement, ils ont vieilli tellement qu'il y en a certains qui ont grimpé, comme on dit familièrement. Et alors, pour l'instant, ça va encore à peu près parce qu'on reçoit simplement des petites branches, des ramures, si vous voulez, dans le jardin. Mais lorsque le vent intervient avec les feuilles, je peux vous assurer qu'il y en a quelques-uns. Franchement, c'est dangereux. Alors, j'ai fait la demande une fois donc au service des espaces verts. J'ai l'impression qu'ils sont très portés sur les insectes. C'est-à-dire que si c'est pas une histoire d'insectes, c'est pas la peine de leur demander. On demande simplement à ce qu'ils coupent des arbres qui posent vraiment, si vous voulez, donc, ou qui créent un sentiment de danger réel, surtout lorsqu'il y a des bourrasques de vent. Voilà. Alors, on ne demande pas à couper tous les arbres parce que la personne que j'ai eue m'a dit avec vous, il y aurait plus d'arbres à Châlons. Je crois quand même que entre un arbre et tous les arbres qu'il y a à Châlons, soyons raisonnables. On va regarder ça. Voilà. Par contre, on ne coupera pas un arbre. Non. On peut effectivement, mais on ne coupera pas un arbre, monsieur. Voilà. C'est clair que non. Non. Parce que là encore, vous allez nous demander de couper l'arbre qui est devant chez vous. Et puis celui qui est à côté, je sais bien, mais celui qui est à côté, à 300 mètres, qui a un arbre qui nous posera un problème, nous demandera de planter juste celui qui est devant chez lui. Et comme ça, on va en couper effectivement beaucoup.
À quoi il faut qu'on veille, c'est qu'effectivement, les arbres qui sont sur le domaine public, il faut qu'on essaye de les tailler pour qu'ils évitent de générer des dégâts chez vous. Ça, j'ai pas de problème. Par contre, la demande individuelle qui consiste à dire couper l'arbre qui est devant chez moi, non. Je vous réponds tout de suite très clairement, non. J'entends que c'est pas que devant chez vous, hein, mais même 3-4 maisons, là encore, il faut regarder pour pas que ça tombe chez vous et qu'il n'y ait pas de risque par rapport à ça. Mais j'insiste là-dessus. Votre analyse, c'est vos 3-4 maisons à vous. Mais ça, la demande, je peux l'avoir 300 fois à Châlons pour chacun qui a l'arbre qui est devant chez lui. Et c'est là-dessus, il faut qu'on trouve le bon équilibre. Donc, on va regarder les choses. Allez voir, comme on l'évoquait tout à l'heure, Geoffrey, à la fin, pour qu'on prenne votre adresse et qu'on re-regarde la chose pour voir si on peut effectivement couper une partie enfin, si on peut tailler l'arbre en question, le couper a priori. Oui, mais c'est le principe de base. Et là encore, on ne peut pas se désespérer tous les jours en regardant le 20h de l'absence de biodiversité, de l'absence d'espace naturel, de l'absence, etc. Et puis, demander à ce qu'on coupe l'arbre parce que celui-là est embêtant pour soi. J'entends encore, mais là encore, il faut qu'on trouve des points d'équilibre. Monsieur, allez, on prend 3 personnes d'un coup et puis on prend les 3 dernières. Il y a monsieur, je crois, et madame et monsieur. Allez, on prend ces 4-là. J'aurais une double question Là, il commence déjà à nous arnaquer en nous disant double question, en fait. Il fait 2 questions d'un coup. C'est plaisante. Quand on a la parole, j'essaie de faire rapidement. Une sur le vélo. Effectivement, bravo pour tous les travaux qui ont été faits. C'est formidable. En revanche, ce que je voudrais proposer, c'est lorsque l'on souhaite partir de chez soi et d'aller à la gare en vélo, et de garder son vélo dans un parc à vélo. Il y en a plusieurs, il y en a un notamment à la gare SNCF, et ce qui serait souhaitable, c'est qu'on puisse rentrer son vélo à l'intérieur, notamment quand on a une carte CITAC, il y a les parcs à vélo, CITAC, etc., mais qu'on puisse, en tant qu'usager, les utiliser. Vous partez à Paris le matin, au TGV, vous prenez votre vélo. Moi, j'aimerais bien, au lieu de l'attacher dehors, pouvoir le rentrer dans ces parcs à vélo gratuitement, gratuitement, service public. J'ai une carte CITAC. Je prends en tant qu'usager du bus de temps à autre le bus. Quand je suis en vélo, donc je change de moyen. On est toujours dans l'environnement. Je vais à Paris, je prends le TGV le matin, je rentre le soir. Il pleut, j'aimerais bien pouvoir prendre mon vélo tranquille, etc. Non. La deuxième question, concernant toujours l'environnement, cette fois-ci, l'eau qui est en face de chez vous. Dans toutes les réunions publiques, on propose de l'eau en bouteille avec du plastique. Vous avez parlé à juste titre, du Grenelle de l'environnement quand vous étiez dans un autre temps. Et là, tout à l'heure, sur les réseaux de chaleur, etc., l'éclairage. Pourquoi ne mettez-vous pas, je dis bien systématiquement, en place les carafes d'eau de Châlons? Est-ce que vous avez honte de la qualité d'eau de Châlons? Alors, faisons la promotion et, s'il vous plaît, alors, les bouteilles plastiques, c'est après les déchets. Vous avez raison. Monsieur, voilà, j'ai fini, merci. Monsieur derrière. Moi, je voudrais simplement savoir ce que vous voulez prendre comme mesure efficace, je dis bien efficace, pour faire respecter le tri dans les immeubles en particulier, quand on voit ce qui se passe tout autour d'ici. Ok, madame. Alors moi, c'est une dernière question et ça concerne la sécurité. Alors on est toujours sur le boulevard Croix-Dampierre que j'adore. Je trouve ça très bien. Alors je ne sais pas si c'est votre partie parce que je sais que vous partagez la partie qui entretient quoi puisque vous avez le canal et cette petite rivière qui coule en bas du boulevard Croix-Dampierre. Voilà. Et en fait, au dernier coup de vent, il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés. Donc en fait, il y en a certains qui sont dans l'eau, qui sont vraiment coupés. Et il y en a d'autres qui sont retenus par d'autres arbres. Et ce que j'ai peur, c'est qu'au prochain coup de vent,
bah, celui qui tient l'autre, eh bien, ça arrive sur la rue et moi, je l'emprunte avec ma voiture tous les jours, le matin et le soir. Et quand je regarde ces arbres qui tiennent par d'autres arbres, ben ça me fait peur parce que je me dis qu'au prochain coup de vent, ben espérons qu'il n'y ait pas une voiture qui passe à ce moment-là. C'était ma dernière demande. Marc, ça marche? Oui, moi j'aurais une simple question. Vous avez évoqué tout à l'heure les économies d'énergie en matière d'éclairage et vous avez évoqué également la démarche Connect Chalon. Ma question est simple, à quel moment, dans quel délai, l'ensemble des lampadaires seront équipés d'ampoules LED? Alors, 4 questions. Première sur le vélo, c'est déjà gratuit pour les abonnés, mensuels ou annuels, donc c'est déjà le cas. Avec une petite précision, c'est gratuit, en fait c'est jamais gratuit, hein. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Il faut juste se rappeler le principe. Il y a quelqu'un qui paye. Soit c'est vous, en tant que consommateur, lorsque vous utilisez et que vous payez directement le service, soit c'est vous en tant que contribuable via vos impôts, mais c'est jamais gratuit. Voilà. On a des débats assez récurrents sur cette notion-là. Évitons de dire que les choses sont gratuites. Elles ne le sont pas, il y a toujours quelqu'un qui veille. Bon, premier point. Deuxième point sur la bouteille en plastique, vous avez raison. On utilise de moins en moins de bouteilles en plastique. On utilise de plus en plus de carafes d'eau. Et effectivement, là, erreur de débutant. Il ne devrait pas y avoir de bouteilles en plastique. Il devrait y avoir des carafes d'eau. Vous avez raison. Promis, c'est la dernière fois. Sur le respect du tri de façon efficace. On ne sait pas faire. Voilà. On n'a aucun moyen de vérifier que individuellement, chacun respecte bien les gestes du tri. On ne sait pas faire. Voilà. Et on saura sincèrement jamais faire. Parce qu'on est incapable devant, grosso modo, 43 000 habitants de Chalon qui doivent trier. Et si vous mettez l'agglomération 80 000 personnes, vérifiez qu'individuellement, les 80 000 personnes soient efficaces dans leur tri. Donc, la réponse est, on ne saura jamais faire ça. On peut effectivement faire de la pub, on peut faire de l'explication, il y a plein d'outils pédagogiques pour y arriver, mais pour votre phrase précise qui était « tri de façon efficace », ça on ne saura pas faire. Donc on va continuer évidemment à faire de la pub, on va continuer à expliquer. Il y a encore par exemple aujourd'hui au Salon de l'Habitat, qui se déroule juste derrière, 2 stands, un de la ville et de l'agglo, et puis un justement dédié au tri, pour continuer à expliquer tout ça. Donc on va le faire, on va continuer à faire ça. Mais l'efficacité à 100% des prix, du tri, on ne sait pas faire. Connect Chalon, quand est-ce qu'on aura fini les ampoules LED? On déploie tout ça grosso modo sur 5 ans. Et donc tous les lampadaires seront équipés grosso modo dans 3 ans, quoi, on va dire. Voilà, à peu près ça. C'est fini sur Saint-Martin. Ça va être fini sur Fanières. Ça doit être fini sur les zones de l'agglo, mais elles sont pas nombreuses. Et donc Chalon, les 5000 lampadaires que nous avons à Chalon, on a programmé grosso modo sur 5 ans. Et donc on aura balayé l'ensemble à ce moment-là. Enfin, vous aviez une question sur le boulevard Croix-Dampierre concernant la sécurité des arbres, notamment qui sont tombés dans l'eau. Donc je pense que ça, c'est pas chez nous. Je pense que les cours d'eau, c'est pas nous qui devons enlever ce qu'il y a dedans. C'est VNF ou d'autres, en l'occurrence pour celui-là, j'en sais rien, mais c'est effectivement pas chez nous. Donc on peut resignaler évidemment les choses, hein, parce qu'on le fait régulièrement, mais c'est vrai qu'on n'a pas la main pour pouvoir le faire en la matière. Alors là encore, c'est très compliqué tout ça. Ce qu'on fait, nous, c'est que souvent, le droit sur les berges et le droit sur l'eau n'est pas forcément le même. Donc les berges, effectivement, c'est souvent un entretien par la JCAC. Par contre, tout ce qui arrive dans la flotte, c'est pas forcément la même chose. Et donc, c'est pas forcément la même personne qui évidemment entretient l'un et l'autre. Voilà, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Et ça a aussi du bon, cette complexité. Parce qu'au moins, ce sont des spécialistes qui s'occupent des questions des cours d'eau plutôt que des moins spécialistes. Donc, ça a du sens. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça paraît un peu compliqué, pardon. Mais on va regarder quand même sur ce cours d'eau-là pour être sûr que ce soit bien VNF. C'est pas certain.
C'est peut-être l'agglo, donc on va regarder qui est en charge spécifiquement de ce cours d'eau-là. Si c'est l'agglo, on pourra le faire évidemment de façon plus rapide et plus efficace. Est-ce que vous avez encore d'autres questions dans la salle, des questions diverses? Eh bien, si ce n'est pas le cas, merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Et puis, on se dit dans quelques mois pour la prochaine rencontre de quartier. Merci, bonne soirée, bon week-end.